Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Médiation d'anciens chefs d'État de la CEDEAO pour une sortie de la crise post-électorale qui persiste au Bénin. Deux ex-présidents ont signé une déclaration commune inquiets de la situation depuis les élections législatives du 28 avril dernier. La menace a porté ses fruits. Les géants du cacao acceptent de payer $2600 les fèves de Côte d'Ivoire et du Ghana. Les deux premiers producteurs mondiaux avaient brandi cette mesure afin de mieux rémunérer les agriculteurs. Et puis après la confirmation de cas d'Ebola en Ouganda, le Rwanda prend des mesures préventives. L'épidémie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo voisin a fait plus de 13 000 pertes en vies humaines. La crise post-électorale perdure au Bénin depuis les élections législatives du 28 avril dernier. Une situation qui inquiète de plus en plus la communauté internationale. Deux anciens présidents des pays membres de la CEDEAO, Olusegun Obasanjo et John Kufuor, ont invité les institutions africaines à agir avant que la situation ne s'empire. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefty Ono. Les anciens présidents Olusegun Obasanjo du Nigeria et John Kufuor du Ghana plaident pour une intervention urgente de la CEDEAO et de l'Union africaine au Bénin. À travers une déclaration conjointe sur la crise post-électorale au Bénin en date du jeudi 13 juin 2019, ils exigent la mise en liberté de l'ex-chef d'État Boni Yayi et la restauration de la démocratie au Bénin. L'ancien président Thomas Boni Yayi, dont la santé demeure très critique selon ses avocats, a été isolé de ses proches et assigné à résidence de fait depuis plus d'un mois suite aux violences post-électorales des 1er et 2 mai 2019 aux encablures de son domicile à Kadjehoun à Cotonou. M. Boni Yayi était attendu hier à l'hôpital américain de Paris pour des examens précis sur le niveau de dégradation de sa santé. Il n'a pas pu être reçu parce qu'on ne lui a pas permis, il n'a pas été autorisé par les autorités politiques du Bénin de partir en voyage. Malheureusement, c'est un constat. Le blocus militaire à la résidence de l'ancien chef d'État Boni Yayi est maintenu à Kadjehoun. Une action judiciaire dont le motif est voilé selon ses avocats a été engagée à son encontre. Par ailleurs, une campagne d'arrestation de manifestants suite aux violences post-électorales aurait généré un affrontement sanglant entre la population et l'armée à Tchoarou, ville d'origine de Boni Yayi, et à Savé. C'est la solidarité. C'est un acte salutaire que nous continuons toujours de les remercier parce que c'est la bienvenue. Cette déclaration est la bienvenue dans la cité. Cette déclaration nous rassure davantage. Ça prouve que la crise politique au Bénin est très préoccupante et certainement, on est bien suivi. Les acteurs politiques de la sous-région ne veulent pas d'un chaos pour notre pays. Les organisations de la société civile locale restent muettes face à la crise post-électorale qui perdure. Toutefois, le clergé béninois a entamé une médiation pour le dégel de la crise politique. Il aurait déjà rencontré plusieurs acteurs politiques et institutionnels. Un vent nouveau souffle sur la filière cacao. L'annonce conjointe par la Côte d'Ivoire et le Ghana de suspendre jusqu'à nouvel ordre leur vente et d'édicter un prix minimum aux planteurs de $2600 la tonne a porté ses fruits. C'est une hausse de plus de $1000 au-dessus des actuels prix marchands et des cotations sur les marchés internationaux. Une satisfaction pour les acteurs de la filière. Siam Le Victoria Sedji. Hausse historique des cours du cacao pour la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dès la prochaine campagne 2019-2020 qui démarre en octobre, la tonne de la fève s'écoulera à $2366 et $2541 contre $1290 et $1410 pour la Côte d'Ivoire et le Ghana respectivement. La nouvelle est très bien accueillie. Ce n'était pas normal qu'avec ces statuts-là, ce sont les consommateurs qui imposent le prix. En tout cas, il le fallait. C'est une juste récompense des efforts. Les paysans vont vivre bien de leur production. Depuis 2 ans, vu la crise du secteur, les deux pays ont entamé les négociations avec les grands acheteurs. La Côte d'Ivoire avait cessé de vendre ses fèves aux enchères, privilégiant les contrats directs de gré à gré pour se rapprocher du mécanisme ghanéen. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition tarifaire, les deux pays ouest-africains ont déclaré la suspension de leurs ventes. Il est préférable de perdre peut-être les récoltes d'une saison et
et améliorer la situation à venir. Mais il faut quand même que les pays là maintenant aient des structures à même de pouvoir stabiliser les prix pendant que les productions vont être suspendues. Le bas prix d'achat faisait jusque-là l'objet de vives critiques et constituait pour de nombreux acteurs une injustice, d'autant plus que ces deux pays représentent 60% de la production mondiale de cacao. En effet, sur les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés par la filière chocolat au plan mondial, seulement 6 milliards de dollars sont perçus par les producteurs ivoiriens et ghanéens. Les investissements directs à l'étranger ont connu une hausse de 11% en 2018 en Afrique, une performance à contre-courant de la tendance mondiale en baisse de 13% sur la même période. C'est ce que révèle l'édition 2019 du rapport du World Investment Report. Plus de détails dans ce sujet de Corinne Kamsefem. Malgré une tendance mondiale à la baisse, les investissements directs étrangers en Afrique ont augmenté de 11% pour s'établir à 46 milliards de dollars en 2018. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement affirme que la demande croissante de certains produits de base et la hausse de leurs prix justifient entre autres cette performance. L'Afrique aujourd'hui représente une population croissante d'environ 1,2 milliard d'habitants, qui a une population qui est de plus en plus alphabétisée, ce qui permet à ces entreprises d'avoir accès à leurs ressources humaines qualifiées, mais également la mise en évidence de plus en plus de transitions démocratiques et de stabilité politique, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe avec des pays comme le Ghana et l'Éthiopie. Avec un repli des investissements d'au moins 8,8 milliards de dollars, l'Égypte reste tout de même le premier pays bénéficiaire. Par contre, l'Afrique du Sud a vu ses transferts doubler pour atteindre 5,3 milliards de dollars. L'existence de zones économiques spéciales et la zone de libre-échange continentale devraient permettre d'attirer plus d'investissements. L'intérêt d'une zone de libre-échange est de permettre aux entreprises d'avoir accès à un plus grand marché, mais également de permettre au capital, que ce soit le capital humain et le capital financier, de pouvoir se mouvoir librement. L'hôtellerie, les produits chimiques, l'énergie, les infrastructures, l'agro-industrie sont quelques-uns des secteurs qui ont retenu le plus d'investissements. Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement précise entre autres que ces fonds proviennent prioritairement de la France, la Chine, les États-Unis, l'Inde, Singapour, le Royaume-Uni, les Pays-Bas. Un document de référence pour faire des affaires au Togo a récemment été lancé. Il s'agit du guide pratique des affaires, un recueil qui compile toutes les informations nécessaires pour investir ou entreprendre dans le pays. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. C'est un document d'une centaine de pages qui résume les informations nécessaires pour un investisseur ou un entrepreneur désirant faire des affaires au Togo. Dans la première partie du guide pratique des affaires au Togo, on trouve notamment les atouts géographiques et culturels dont dispose le pays. La deuxième partie, c'est comment créer et administrer son entreprise. Vient en troisième position les opportunités d'investissement, où nous parlons notamment du PND, mais également les opportunités de financement. Et il y a une masse d'informations qui proviennent notamment de sources institutionnelles, de sources officielles, mais c'est très difficile pour les entrepreneurs, pour les porteurs de projets, d'avoir accès à toutes ces informations. L'autre point présenté dans ce document est relatif au coût de facteurs de production, puis en dernière position, l'usager de ce guide découvre les informations pratiques. Ce guide pratique des affaires au Togo vient renforcer les efforts du gouvernement s'agissant de l'amélioration du climat des affaires. Ce guide, je pense que ça nous facilite l'environnement de l'investissement au Togo. C'est-à-dire qu'on a toutes les informations qu'il faut, vers qui s'adresser et en cas de problème, quelle structure pourrait faire, même l'arbitrage, parce que souvent on ne sait pas à quel sein se vouer. À noter que l'Assemblée nationale a adopté le 11 juin un nouveau code des investissements. Il consacre plusieurs innovations, notamment des avantages fiscaux spécifiques et compétitifs pour les sièges régionaux d'entreprises internationales. Dans le reste de l'actualité, alors que la République démocratique du Congo fait face depuis août 2018 à une épidémie de maladie à virus Ebola qu'elle peine à juguler, le Rwanda voisin renforce les mesures préventives du virus en raison de la propagation de la maladie en Ouganda également. Le pays multiplie les actions préventives sur son territoire. Nelly Claude Bessa.
Le Rwanda, frontalier à la République démocratique du Congo et à l'Ouganda, est en alerte depuis la confirmation de la détection du premier cas d'Ebola en Ouganda. Les autorités sanitaires rwandaises ont entrepris de renforcer les mesures visant à prévenir la propagation du virus Ebola dans le pays. Des dispositions intervenant après le premier décès suite à la maladie d'Ebola, la présence de 3 cas confirmés et de 8 personnes contacts enregistrées dans le district de Kasese dans l'ouest de l'Ouganda. Au poste frontalier du pays, on s'est toujours assuré qu'il y ait du personnel de la santé chargé de faire le dépistage du virus et s'assurer que la personne qui manifeste les symptômes d'Ebola soit mise à l'écart dans une salle de quarantaine. Malgré la présence de la menace dans les pays voisins, aucun cas d'Ebola n'a encore été signalé au Rwanda. Le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer les capacités nationales en matière de détection précoce et d'endiguement en cas de transmission. Il intensifie également la veille communautaire dans les points d'entrée du pays, les établissements de santé et au niveau communautaire. Aujourd'hui, il y a des médecins qui ont pour mission d'aller aux radios pour expliquer aux Rwandais des messages de sensibilisation des signes le virus hémorragique Ebola. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le délai entre l'infection par le virus et l'apparition des symptômes est comprise entre 2 et 21 jours. Le ministère de la Santé du pays a recommandé aux Rwandais présentant des symptômes d'Ebola ou ayant été en contact avec un patient présentant ces symptômes de consulter immédiatement un centre médical. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.